Je m'appelle Mbumba Kim, je vis en Nouvelle-Corée, où je suis connue pour être la compagne de Seo Peter, la star de K-pop, que l'on ne présente plus. J'en suis très heureuse, mais la majorité des gens le savent moins, j'ai fait partie de l'équipe qui a fondé l'emblématique société de conseil Reconnexion Internationale. Aujourd'hui, cette société est mondialement connue, et représentée sur les 5 continents, mais à l'époque, quand on l'a créée à Kinshasa, dans les années 2020, on a factuellement commencé dans notre garage. Nous étions si jeunes, un peu perdus, dans une ville où à chaque coin de rue, tu peux tomber, soit sur le paradis, soit sur l'enfer. En ces temps-là, les jeunes gens brillants, qui voulaient bien se comporter comme nous, étions condamnés à échouer. Malgré tout, nous avions la foi en nous, peut-être parce que nous n'avions que cela. Sans doute, parce que nos parents n'avaient aussi que cela, et nous l'ont transmise. Mais voilà, on formait la bonne équipe qui se trouvait, au bon endroit, et au bon moment, pour donner le change à une économie mondiale en train de s'écrouler. Nous avons réussi un contrat, puis 2, puis 3, puis 10 contrats, qui nous ont permis de forger une solide réputation de magiciens du projet, une réputation qui ne nous a plus quittés. Nous avons vécu des moments douloureux, bien sûr, et aussi des moments très drôles, mais surtout, je pense vraiment que nous avons su capter une vibration, la vibration de la vie qui ouvre les portes fermées. Un état d'esprit, une méthode qui mettait tout le monde d'accord, et uni pour atteindre un objectif commun. Pour être honnête, notre tout premier projet a été une véritable catastrophe, et aurait pu même nous coûter la vie. On n'en a jamais fait la publicité, tellement, on n'en est pas fier. Mais je pense que c'est important d'en parler, parce que c'est de cet échec qu'a germé le concept de reconnexion, et surtout ses valeurs. J'habitais avec ma sœur Yakalu, et une de ses amies Mpu au 2e étage d'une maison de la Gombe, un quartier résidentiel de Kinshasa près du centre-ville. Nous étions vraiment bien loin de la vie d'entreprise. Nous cherchions plus à juste nous intégrer dans le système existant. Personnellement, je venais d'avoir 18 ans et j'étais en première année à l'école des beaux-arts, donc bien loin du business. Par contre, nos voisins du rez-de-chaussée, le frère de notre ami Mpu, et 2 autres garçons en parlaient tous les jours. C'était obsessionnel. Pas une discussion qui ne finisse en disant « Waouh, ça c'est une bonne idée business ». Nous les filles du haut. On pensait que cela allait leur passer, mais non. On a fini par se moquer d'eux, et de leurs chimères. Et avec le recul, je pense qu'on y est vraiment pour quelque chose dans leur décision de passer à l'action. Et quelle action? Ouvrir un Tex-Mex. Un restaurant mexicain à Kinshasa. C'est vrai qu'il n'y en avait pas beaucoup, mais entre nous, ouvrir un restaurant ce n'était pas très original puisqu'à l'époque tout le monde ouvrait, qui un bar, qui un restaurant ou une boutique. Je n'y connaissais pas grand-chose, mais de mon point de vue, ce n'était pas vraiment de l'entrepreneuriat, mais plutôt du commerce basique. Mais bon, c'était leur truc et on n'avait pas trop notre mot à dire. L'idée venait de Panzi. C'était le plus âgé d'entre nous. Il avait d'un vrai travail. Il était ingénieur, et travaillait depuis la maison pour une entreprise américaine. Il avait aménagé le salon de l'appartement des garçons pour son activité, avec une cloison de séparation. Dans son bureau, il y avait la climatisation en permanence pour refroidir ses ordinateurs. Panzi était super sympa et nous faisait profiter de l'électricité de ses énormes panneaux solaires mais aussi de la connexion au débit avec son antenne satellite. Il nous avait donné les codes de ses abonnements TV dont Netflix, même à nous, qui étions en haut. Il ne demandait jamais rien en retour. Panzi avait vraiment eu le coup de foudre pour le Congo. Son père était originaire du Kivu, à l'est du pays où il travaillait dans l'humanitaire, quand il a rencontré sa mère, une jeune scientifique américaine, venue pour une mission. Ils se sont vite mariés et sont partis voyager dans le monde entier. Travaillant pour une ING, il déménage tous les 4 ans. Ses parents ont eu une mission au Congo quand Panzi avait déjà 14 ans. C'est ainsi qu'il a découvert son pays pour la première fois et qu'il n'a plus voulu en repartir. Mais ses parents l'ont obligé à faire d'abord ses études aux États-Unis en pensant qu'il oublierait sa lubie d'adolescent. De ce que nous avions compris, Panzi était un véritable génie de l'informatique. Et il avait réussi à convaincre son patron à San Francisco de télétravailler depuis Kinshasa. Il gagnait donc hyper bien sa vie par rapport à la moyenne de la population, et faisait tout pour aider ses amis qu'il avait accueillis chez eux.
Il les faisait rêver d'Amérique et de dollars, et avait décidé de leur faire goûter un vrai repas Tex-Mex, avec les meilleurs ingrédients directement importés du Mexique. Pour faire les meilleurs margaritas et les meilleurs tacos du monde. Avant que le colis, en provenance de Mexico City n'arrive par le fret avion, Nsaku, le frère de Mpu, et son ami Ndinga s'étaient mis à travailler comme des fous, pour rédiger le business plan de l'affaire. Nous étions au courant, parce que tard le soir, quand il faisait moins chaud, Panzi ouvrait la porte de son bureau pour que les autres pièces aient aussi de la fraîcheur, et s'il n'avait pas de téléconférence, nous pouvions même regarder un film sur sa télévision géante. Mais à cette époque, alors que c'était pourtant la sortie de la nouvelle saison de leur série Netflix préférée, Nsaku et Ndinga restaient sur la table de la salle à manger, à tapoter côte à côte. Chacun sur un des ordinateurs portables, que Panzi leur avait prêté pour l'opération. Nsaku rédigeait l'argumentation, Ndinga remplissait les tableaux financiers, et Panzi corrigeait. Ils imprimaient pour lui une version papier que ce dernier lisait en diagonale, et annotait avec un feutre rouge. Je n'ai pas compté combien de versions ils ont pu rédiger, mais je me rappelle qu'ils ont rempli plusieurs poubelles avec leurs brouillons. Je me rappelle aussi que Panzi leur répétait sans cesse « Le casino gagne toujours ». Comme je ne savais pas ce qu'était un casino, j'étais allé voir sur Internet. J'avais compris que Panzi leur rappelait à sa manière qu'il était prêt à financer en totalité le Tex-Mex de Kin. Mais à condition que Nsaku et Ndinga leur démontrent par A plus B et jusqu'à Z qu'il allait retrouver son argent à la fin. Enfin, le fameux colis arriva, et comme nous n'étions pas cordialement invités au festin, nous avons hypocritement proposé nos services pour la préparation des tacos. Nous savions que Panzi, à coup sûr, avait prévu des menus pour nous, mais, surprenamment, il ne nous en avait rien dit. Les instructions de recettes étaient en espagnol, dur pour nous, mais grâce à la traduction en ligne, nous avons pu nous débrouiller. Tout sentait super bon et avait l'air hyper frais. Il n'y avait pas grand-chose à faire. En gros, couper les tomates, les poivrons et les oignons, mixer les avocats, frire les viandes et ajouter les épices, puis disposer le tout dans les galettes de maïs. C'était vite fait. Pendant ce temps, les garçons s'entraînaient à faire des margaritas avec du jus de citron et de la tequila. Nous avons tout posé sur la table de la salle à manger, puis nous avons commencé à déguster. C'était très nouveau pour moi comme goût, mais j'aimais bien ce côté, je ne sais pas sur quoi je vais tomber à chaque bouchée. En plus, c'était hyper épicé. Yakalu nous faisait rire en ajoutant à chaque bouchée de la sauce piquante sur son tacos et en simulant le feu dans sa bouche avant de prendre une gorgée de margarita et faire mine d'être soulagée. Elle était vraiment super enthousiaste et avait déjà mis l'idée pour réussir des tacos avec des produits locaux. C'est là que Nsaku commença un discours, comme quoi c'était justement pour cela qu'ils avaient pensé à nous pour le projet, parce que nous avions tellement de talent, et de créativité, et blablabla, et blablabla. Nous le connaissions suffisamment pour savoir que lorsqu'il prenait ce ton mielleux, il fallait absolument le laisser poursuivre jusqu'au bout son opération séduction, pour voir l'énorme anguille qui se cachait sous la roche. Enfin, il lâcha le morceau avec « Nous avons besoin d'une cuisinière et d'une serveuse ». Yakalu en cracha sa gorgée de margarita. Un petit piment resta coincé au fond de ma gorge. Mpu se mit au garde à vous, ce qui en disait long sur sa colère. Un regard sur Panzi, les yeux baissés et les joues rouges de honte suffisaient à comprendre ce que nous n'osions pas croire. Mais apparemment le business c'était le business, il n'y avait pas de petit profit, quitte à exploiter les voisines. Mpu nous fit signe de sortir. Je suivais ma grande sœur qui, en se levant, avait fait tomber sa chaise de fureur. À peine dans le couloir, nous avions compris que la sentence de Mpu était tombée, avec les hurlements de Nsaku qui criait « Mais tu es folle !» J'en ai partout, ça pique les yeux, mon Dieu, au secours. Je ne vois plus rien. Amenez-moi dans la salle de bain. Pitié. Mpu nous avait déjà rejoints. Nous partagions un sentiment bizarre, notre cœur n'était pas brisé. Mais en lingala, on dit Kangamotema. Cela veut dire fermer le cœur. Nous avions vraiment le cœur fermé, en entendant Nsaku recommencer à hurler sous la douche, nous n'avons pas pu nous empêcher de rire aux éclats en grimpant les escaliers, pour retourner dans notre appartement. Il va sans dire que dans les semaines qui suivirent, nous ne parlions plus aux garçons, et nous ne descendions plus prendre le frais le soir. Nous regardions juste le chantier se mettre en place du haut de notre balcon. D'abord,
une entreprise en bâtiment est venue couler des dalles de ciment dans le jardin des garçons. Dans le fond, ils ont monté une immense estrade sur laquelle des menuisiers ont posé une toiture en chaume. Ils ont aménagé des toilettes avec des portes battantes de saloon dans un des 2 garages, et un bar à cocktail dans l'autre garage. Les électriciens ont sorti des câbles de partout et ont mis des luminaires à gogo, et notamment une lampe à LED multicolore au-dessus de la piste de danse. Des déménageurs ont installé un équipement pas possible, sous la paillote, dans les toilettes, le bar, et aussi directement dans la cuisine de l'appartement des garçons. Ils ont fait un bruit d'enfer et ont même réussi à piquer notre pince Monseigneur, qu'on cachait dans les buissons au cas où on perdait la clé d'un des cadenas. Heureusement, M. Poula leur a réclamé et l'a rentrée dans sa chambre. Elle a dit que cela nous serait utile un jour. Mais bon, ces dérangements n'étaient rien par rapport à ceux qui allaient suivre. Des immenses enceintes audio ont été installées dans tous les recoins du jardin. Dès les premiers essais, on a compris que nos nuits ne seraient plus tranquilles. Nous étions bien sûr toujours en colère, mais nous ne pouvions pas cacher notre admiration. Les peintres étaient venus peindre en blanc toutes les surfaces verticales, et avaient laissé les surfaces planes dans le beau gris foncé du ciment brut. Avec la chaume, sur le toit de la paillote et de la coursive, c'était vraiment joli. En plus, de ce que nous avions compris, Pansy avait programmé un portail avec un sas pour assurer la sécurité. Seules les voitures dont la plaque d'immatriculation était préenregistrée pouvaient entrer dans le parking. Les invités étaient accueillis par leur nom, grâce à une caméra avec reconnaissance faciale. Pour commander, il leur suffisait de cliquer sur le menu en ligne. Le serveur recevait la commande au bar, avec la photo du client et sa localisation dans le restaurant pour lui apporter directement les boissons et les snacks. C'était vraiment du bon boulot, et nous étions quelque part très tristes de ne pas participer au projet. Nous voyions Nsaku et Nzinga se lever très tôt et se coucher très tard, passer des longs coups de téléphone, serrer des mains, et taper des épaules. Nous entendions leurs cris de joie, et leurs coups de gueule. Ils étaient vraiment en train de le faire. Et puis, c'était clair qu'eux n'étaient pas dans le ressentiment. Ils avaient fait monter un mur entre nos 2 jardins, mais avec une petite porte équipée d'un verrou, pour nous permettre de rentrer dans le restaurant, ou de nous isoler quand nous le voulions. Ils n'avaient pas perdu leur habitude de nous apporter à l'étage nos courses lourdes, comme les casiers de boissons, et les cartons de surgelés. Ils les déposaient discrètement à l'entrée de notre couloir.